Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Deuxième journée de couverture spéciale, 4 ans après le début du Hirak ou l'avènement du Hirak, avec le titre d'aujourd'hui, Algérie, le Hirak et l'Algérie nouvelle. J'aurai le plaisir donc d'avoir avec moi, à ma droite, Lias Jbeili, ingénieur économiste, militant politique. Lias, merci d'être avec nous. Merci pour votre invitation, Jamel Din, et merci pour le Mahal Bios. Merci. À côté de vous, Hakim Taibi, militant politique. Hakim, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Merci. Moussab Hamoudi, militant politique. Moussab, merci d'être avec nous. Merci, tout le plaisir est pour moi. Bonsoir à vous, aux invités, aux téléspectateurs. Merci beaucoup. Au téléphone, nous avons Mourad Dhina, militant politique, membre du mouvement Rachad. Et nous allons commencer avec lui. Mourad, merci d'être avec nous. Salam alaikum, Jamal, et salam à tous les amis. Merci beaucoup. Mourad Dhina, j'aimerais commencer avec vous sur un sujet très, très curieux. Pendant le Hirak, ce régime qui avait fait feu de tout bois, avec une répression où il ne s'est rien empêché, où il ne s'est privé de rien, il a inventé ce fameux article 87 qui lui donne toute l'attitude de qualifier de terroriste quiconque le dénonce seulement, quiconque manifeste contre lui. Et c'est ainsi que votre mouvement Rachad, dont tout le monde connaît le pacifisme, dont on ne connaît aucune anecdote ou épisode de violence, vous avez été qualifié de mouvement terroriste. Comment ça s'est passé? On vous a pris avec des armes à la main, des bombes, on a trouvé un arsenal. Est-ce que vous pourriez nous dire comment cela a pu être possible? Comment une telle outrance a pu passer, non seulement dans l'opinion publique algérienne, mais même dans les opinions publiques occidentales où certains parlent de Rachad comme étant un mouvement terroriste? Écoutez, bon, à ma connaissance, je n'ai pas eu d'informations émanant d'un quelconque gouvernement ou d'une quelconque organisation, je dirais même politique, qui ait donné du crédit à cette classification. Bien au contraire, tous les gouvernements européens, toutes les instances onusiennes ont clairement donc pris une position qui ne laisse aucune ambiguïté, qu'elle rejette cette classification. Du point de vue du pouvoir de la Ressaba en Algérie, ils ont juste fait un pas, bien entendu, comme d'habitude, dans la mauvaise direction. Ils se sont donc permis d'inventer une nouvelle définition du terrorisme qui est en fait assez claire dans leur démarche. Hein. Ils ne disent pas que est terroriste celui qui commet des actes violents, attentats ou utilisation de la violence à des fins politiques. Non. L'article 87 bis fait référence à la criminalisation pure et simple de l'opposition politique. Et c'est pour ça d'ailleurs que toute personne sensée, tout observateur, tous les gouvernements, comme je l'ai dit, bien sûr je parle de gouvernements d'État démocratique, hein, je ne parle pas des pères du régime algérien. Là, c'est autre chose. N'ont donné aucun crédit à ces accusations. Donc, la donne est assez claire. La Ressaba en Algérie ne classe pas ces organisations comme étant terroristes par le fait qu'elles aient pratiqué ou fait de la promotion de la violence politique. Non, pour eux, c'est le fait de, entre guillemets, attenter à l'unité nationale, attenter au symbole de l'État, etc. Des choses qui, bien sûr, sont définies au bon vouloir d'une justice aux ordres et d'une administration qui n'est en fait que
que le porte-parole des services des Mukhabarat de l'État militariste en Algérie. Et encore une fois, comme on l'a vu au début de Hirak, la démarche de la Isaba est en somme toute simple. Elle consiste de façon continue, répétée, à travers toute cette période que l'on a vécue, à faire en sorte que des Algériens soient montés contre d'autres Algériens. On essaye de mobiliser des Algériens contre d'autres. Alors on a vu l'épisode de la diabolisation de la Kabylie, d'autres épisodes. Maintenant, par exemple, le dernier discours de Tebboune, ou son interview, essaie clairement de dire, il parle de la 5e route, Tabor al-Khamis, des Khawana, des Akhbarjia, c'est-à-dire essayer de monter des Algériens contre des Algériens. Alors parfois ils sont terroristes, parfois ils sont Akhbarjia, parfois ils sont à la solde du Mahzen, parfois ils sont à la solde du Mossad, et j'en passe. Donc, il n'y a pas de logique juridique, il n'y a pas de logique même politique, si ce n'est qu'il y a un effort clairement de la part du régime des Mukhabarat à diaboliser tout Algérien ou Algérienne qui ne veut pas se plier au fait accompli de l'État militaire et non civil. Très bien, restez avec nous. Restez avec nous, Mourad. Moussab, 4 ans après le Hirak, qu'est-ce qu'on peut dire si on pouvait revenir un peu sur le Hirak, c'est d'en parler, de comprendre. Est-ce que le Hirak s'est arrêté? Est-ce que c'était à cause du Covid? Et je me rappelle que de nombreux militants du Hirak avaient eux-mêmes appelé à la cessation du Hirak pour préserver la vie des gens. Est-ce que la Covid a joué un tel rôle? Ou est-ce que cette station, cette halte, ou ce reflux, on l'appelle comme on veut, est dû à d'autres causes? Naturellement, ce n'est pas la Covid, parce que par la suite, il a repris à un moment, avant de s'arrêter pour de bon, dans les rues. Ceci dit, il faut savoir c'est quoi le Hirak. Le Hirak, c'est juste le dénominateur du cas du Hirak, donc d'un cas de soulèvement qui s'est déroulé en Algérie, et il y a eu d'autres cas avant déjà au Maroc et ensuite au Liban et au Soudan. Mais génériquement, c'est-à-dire là, c'est le cas qui s'appelle Hirak, mais génériquement, c'est une révolution. Alors il y a une division aussi un peu onomastique sur révolte et révolution que par exemple la culture arabe ne connaît pas. Dans la langue arabe, il y a Tawra. Donc il n'y a pas pas de nuance entre révolte et révolution, donc c'est une révolution. Pourquoi on dit la révolte, on dit inhiyaz, comment on dit non. Non, on dit un soulèvement. Comment on dit en arabe? Oui, soulèvement, c'est Tawra, ça reste Tawra. Ah, d'accord. Ou bien, si on intègre Intifada, mais ça, c'est autre chose. Ouais. Mais génériquement, Intifada, ça reste encore autre chose, parce que ça va en Palestine et le droit à l'autodétermination. Non, même en arabe, mais Intifada, c'est un sursaut. Sursaut, mais dans le cas populaire algérien... Donc, c'est une révolte. C'est une révolution, donc, parce qu'il n'y a pas de distinction entre révolte et révolution. D'accord. À ce moment-là, on sait par acquis que les régimes autoritaires, et ça ne suffit pas de dire régime autoritaire, aussi de type militaire, aussi qui sont contrôlés par des sociétés, par des institutions militaires à forte dimension sécuritaire, donc des mukhabarat, des cercles sécuritaires, ceux-là, ils ont pratiquement, quand on prend le tout, une même démarche à suivre. Donc c'est toujours instrumentaliser le droit, la loi dans un premier temps, donc la machine juridique. Ensuite, les divisions sociales, en plus, pour terminer, imposer un fait accompli. Donc c'est la même recette qui se reproduit partout un peu dans les cas recensés. Maintenant, ce qui est blâmable, c'est que des composantes sociales tombent dans ce panneau, alors que les cas sont recensés. Maintenant, ces composantes il y en a plusieurs. Donc, il y en a qui sont tombés parce qu'ils ont cru que c'était l'occasion pour aller vers des butins, pour aller faire une offre politique. Et notamment les partis politiques, peut-être. Surtout, c'est des formations politiques, que ce soit des mouvements ou des partis. Alors là, le problème, c'est que le Hirak en lui-même, en tant que révolution populaire, on peut le diviser en deux
strates. Il y a la strate populaire, la rue, les activistes et l'élite. La rue, des activistes militants, ils ont accompli ce qu'ils ont à accomplir. C'est-à-dire, ils ont imposé, ils ont mis la raille à suivre, notamment à travers des slogans très pertinents. L'état civil, avec la précision non militaire, parce qu'il y a un slogan Doula Madaniya, Machi Askari. on aurait pu s'arrêter à Doula Madaniya et c'est tout. Non, la précision, elle est civile et non militaire, c'est-à-dire on a défini le cœur du problème. Ensuite, d'autres slogans très pertinents qui désignent le coupable, qui est le Mukhabarat al-Irhabiyya. Donc, il faut nommer ça, et c'était fait. Et donc, à partir de là, il était du ressort de l'élite qui fait de la politique de mettre une locomotive dont la mission serait de faire avancer le wagon. Là, il y a eu bémol. On n'a pas pu avancer plus que ça. Pourquoi ? Il y a même des gens qui étaient fortement opposés à une structuration, à la désignation d'une locomotive, comme vous dites, pour mener le train. Nous l'étions dans un certain temps parce qu'il y avait la manœuvre derrière. C'est-à-dire faire une composition politique, ça ne veut pas dire à n'importe quel prix et à n'importe quelle concession et sans engagement et sans vision. Donc à un moment donné, les premiers temps, avant l'arrêt du Covid, il y avait cet appel, mais c'était pour mieux contrôler les transitions, les potentielles transitions, parce que les militaires ne voulaient pas céder. Donc, bien sûr, on ne fait pas, par exemple, une transition ou aller vers un dialogue sans préalable. C'est-à-dire, c'est pas on emprisonne les jeunes, c'est pas on déchire les drapeaux, c'est pas on stigmatise des régions et après on te dit viens en dialogue ou on lance l'hameçon pour tester. C'est pas comme ça. Il faut des gages de bon sens et de bonne volonté. Ça n'était pas donné. C'est là où le Hirak, donc, et aussi il y a le passif algérien qui fait que l'Algérie a traversé a poursuivi une traversée du désert vu qu'il n'y a pas d'assise politique, vu qu'elle était détruite par les sécuritaires. Donc là, ça a causé des bémols et c'est ce qui a fait que, bien sûr, les révolutions ne se terminent jamais. Ça a commencé avec l'être humain et ça se terminera avec l'humanité. Il y a toujours, dès qu'il y a injustice, il y a révolte, révolution. Donc c'est pour ça que ceux qui disent que le Hirak est fini, généralement par calcul politicien, c'est un porte-faux et ça n'existe pas parce que ça continue et ça continuera tant que l'humanité... Et nous allons essayer de savoir tout à l'heure comment il pourrait revenir, sous quelle forme. Jubaili, oui. Est-ce que vous voulez rebondir sur ce qui vient d'être dit ? Oui, au fait, donc, le Hirak, on lui a donné plusieurs dénominations. Est-ce que c'est un mouvement insurrectionnel pacifique, ou est-ce que c'est une révolte, ou est-ce que c'est une révolution, ou est-ce que c'est un process révolutionnaire ? Moi, je l'ai toujours dit, souvent dit sur votre antenne, que le Hirak, ce n'est pas une révolution, c'est un process révolutionnaire. Il n'y a pas de distinction à voir, c'est génériquement révolution. Oui, mais pour moi, c'est un process révolutionnaire parce que... Non, dans l'abstrait, pas pour vous. Oui, génériquement. Oui, parce qu'une révolution, c'est dans la continuité, alors qu'un process révolutionnaire, c'est momentanément, c'est-à-dire, c'est comme des tâches, en fait. Il y a une tâche qui commence, qui se termine, après une deuxième tâche qui commence et qui se termine. Donc, si on veut remonter la chronologie un peu du Hirak, qui a débuté le 22 février 2019, qui avait comme vocation, comme objectif de mettre fin à la gouvernance de Bouteflika et de mettre fin au 5e mandat de Bouteflika, puis par ricochet, son projet, et aussi après, une fois le mandat de Bouteflika, de 5e mandat de Bouteflika n'a pas eu lieu, c'est-à-dire le Hirak, il était dans la continuité légitime quasiment de demander, enfin d'exiger le changement radical du régime, enfin du système de gouvernance. Régime militaire. Système de gouvernance, sachant que... C'est pas les militaires ? Non, mais attends, je suis en train d'expliquer. Maintenant, le régime de gouvernance est, c'est vrai, civil, mais la façade, elle est civile. Mais vraiment, je te rejoins, c'est une gouvernance militaire, autoritaire, liberticide, comme tu veux. Maintenant, le Hirak, en fait, la question que tu viens de me poser... Est-ce que c'est un échec ou est-ce que c'est une réussite ? Pour moi, la première réussite du Hirak, deux réussites pour moi du Hirak. Pour moi, c'est une réussite un peu, mais on va essayer de décortiquer quelles sont les réussites du Hirak. La première réussite, quand même, c'est
c'est mettre fin à la gouvernance de Bouteflika et que le peuple algérien a compris que ce n'est pas en changeant un homme par un homme ou un président par un président, c'est-à-dire qu'il voulait complètement changer le système de gouvernance qui durait depuis 1962. C'est-à-dire c'est un régime dictatorial, autoritaire, voilà. Donc le Hirak, il avait comme projet, certes, il n'avait pas un projet, parce qu'il n'y a pas de coordination nationale, il n'y a pas de projet politique, mais en tout cas, dans son esprit, c'était changer le système de gouvernance. Qui dit changer le système de gouvernance? C'est-à-dire, peut-être, il a prévu une offre une offre à cette gouvernance, c'est-à-dire une offre démocratique. Malheureusement, pour une transition démocratique. C'est ce qu'on appelle une transition démocratique et que le régime ne souhaite pas il ne voulait pas, même si a lieu cette transition démocratique, il ne fallait pas qu'elle lui échappe, au fait. Il fallait qu'elle reste... Gaïd Salah, le mot transition était devenu un gros mot. Absolument. On considérait que le mot seulement de transition voulait dire mercenaire, main étrangère, merzen, OTAN, sionisme. Ils l'ont dit. Je l'ai posté avec des insultes obscènes. Obscènes, absolument. Absolument. Après, le régime, dans sa vision un peu diabolique, machiavélique, pour délégitimer le Hirak, surtout en mars 2021, son discours, attention, ces marches, elles sont, je veux dire, gangrénées, où il y a une intrusion d'organisations extrémistes, organisations étrangères, servant d'alibi, pour arrêter le Hirak en mars 2021. Oui. C'est ça la question. Maintenant aussi, le Hirak, est-ce que c'est la pandémie qui l'a arrêté? Non, le Hirak, le Hirak qui s'est arrêté parce que malgré la pandémie, le régime a continué. Le Hirak est une idée ne mourra jamais. Absolument, ne mourra jamais. Et là, certes, la pandémie a freiné, a ralenti le Hirak, mais en même temps, elle a donné l'occasion au régime de poursuivre et d'accentuer la répression et de mettre en prison certaines figures du Hirak. Et après, on a vu, au fur et à mesure, la répression, elle a pris crescendo. Maintenant, pour moi, le Hirak est une expérience. Au lieu de dire c'est un échec, ce n'est pas un échec. Le Hirak est une réussite, quelque chose d'inédit. C'est une expérience non aboutie. Il faut savoir, c'est une révolution dite horizontale. Maintenant, on se pose la question, est-ce qu'il fallait la structurer avant? Est-ce qu'il fallait, comme certains prétendaient, nous allons y venir. Voilà, nous allons y venir. Okay, Hakim Taibi, sur la même question un peu. Alors, le Hirak, tel qu'on l'a vécu jusqu'à maintenant, enfin jusqu'à l'arrivée de la pandémie, c'était une dynamique sociale. Ce n'est pas une mécanique. Parce que si c'était une mécanique, effectivement, elle s'est arrêtée. Mais comme c'est une dynamique sociale qui porte des revendications politiques, citoyennes, pour une première fois, peut-être, on peut dire que l'Algérien veut être considéré comme étant un citoyen. Il revendique des droits, des lois, un état d'institution, des institutions. Donc c'est quelque chose quand même qui est nouveau. Et c'est ça qui dérange un peu dans ce Hirak. Effectivement, on peut dire aussi que le Hirak n'a pas bénéficié des faveurs de l'histoire, parce qu'on ne sait pas, il y a une parenthèse, un point d'interrogation, on ne sait pas où on serait s'il n'y avait pas la pandémie. On ne sait pas ce qu'on serait. Là, c'est une question. C'est pas ce qu'on serait. Donc là, il faut faire avec. Maintenant, il y a une conjoncture qui n'a pas été favorable, mais cela n'a pas, comme pourraient le dire certains, mis fin au Hirak, parce que l'idée, la preuve, nous sommes là, nous sommes tous en train de parler dans le cadre de ce Hirak-là. Ça veut dire qu'il y a une continuité. Pourquoi? Parce que le Hirak pour moi, est une étape d'un processus révolutionnaire qui a eu... Oui, mais Hakim, oui. Le Hirak, rappelons-nous, avait commencé avec des millions. Certains ont parlé de 20 millions d'Algériens dans la rue. Oui. Aujourd'hui, une continuité, oui, moi je veux bien. Mais le Hirak en lui-même, ça fait 4 ans qu'il avait commencé. Et là, depuis qu'il s'est arrêté, il n'a pas vraiment repris. Alors, dire les choses comme elles sont. Même si ces résultats sont indéniables. Alors, les 20 millions, il faut, à mon sens, il faut les interpréter comme étant un ras-le-bol généralisé. Une détermination nationale.
On n'oublie pas que les formes de contestation, depuis, que ce soit depuis l'indépendance, elles ont été géographiquement localisées. Elles n'ont pas eu une ampleur nationale. À part la parenthèse des événements d'octobre 88, où il y avait quand même une dynamique, enfin il y avait un mouvement national, en dehors, c'était localisé, géographiquement parlant. Les événements, la Kabylie, les événements de Sétif en 86, Constantine en 85. Mais sinon, une dynamique comme ça nationale, on n'en a pas eu. Et aussi, il faut le dire, on en a eu l'occasion d'en parler tout à l'heure, c'est qu'on a dépassé le cadre des revendications socio-professionnelles. Pour une première fois, le citoyen algérien, les hommes, les femmes, les jeunes, les moins jeunes sont sortis dans la rue pour réclamer un état de droit, ce qui est nouveau, ce qui est très important. C'est vrai que c'est inédit. C'est inédit. Jusque-là, il y a eu des revendications identitaires, socio-professionnelles, de protestations pour des motifs et d'autres, mais des revendications politiques, seulement politiques, purement politiques, prises à bras-le-corps par tout un peuple, on n'avait jamais vraiment connu ça. Et c'est ça qui est aujourd'hui, qui est le capital de ce Hirak. C'est le fait qu'il y a cette dynamique-là, qui est exigence, qu'il faut savoir cultiver. Moi, je métaphore un petit peu. Le Hirak, c'est comme si vous prenez quelqu'un, un laboureur, qui va vous retourner la terre et vous dit, allez-y maintenant, cultivez-la. Eh bien, les millions d'Algériens qui sont sortis, ils nous ont dit tout simplement, à tous les militants, à tous ceux qui activent, je finis rapidement, à ceux qui sont prêts de proposer quelque chose, nous vous avons dit ce que nous voulons, à vous de nous faire des propositions et de nous monter des projets. Mourad Dhena, sur la même thématique, les mêmes questionnements, est-ce que le Hirak s'est arrêté? Est-ce qu'il est fini, comme le prétend le régime? À Tebboune, quand on lui a demandé, un journaliste étranger, il lui avait répondu le Hirak est mort, c'est fini, le Hirak c'est moi. Est-ce qu'on en est là? Est-ce que c'est juste une halte provisoire en attendant une reprise éventuelle? Sous une forme ou sous une autre? Bien évidemment, le régime militaire des Mukhabarat fait tout pour que les gens considèrent que le Hirak est fini, qu'ils croient ça. Et je pense que là, il se tire aussi une balle dans le pied parce que, à force de gesticulations, je dirais, qui sont plus le reflet d'une panique de ce pouvoir, à force de décisions qui parfois versent dans la bouffonnerie ou dans l'excès de zèle, dans l'excès de ce qu'on appelle le nationalisme de bas étage, hein, donc qu'expriment de façon tout à fait spectaculaire les sorties médiatiques de Tebboune, par exemple. Ceci reste la preuve tangible que le Hirak est, de par les idées qu'ont exprimées nos amis précédemment, toujours présent. Donc les grandes idées du Hirak sont toujours sur la table. Et là, je me permettrai de dire aussi que, en fait, à un moment donné, fort de sa machine de répression, parce que les chiffres sont absolument effarants, hein, vous savez que nous sommes moins d'Algériens, par exemple, que de Français, du point de vue de la démographie, mais notre degré de militarisation et du nombre de forces de police par 1000 habitants est énorme en Algérie, par rapport à un pays qui est quand même pas le dernier né sur le plan sécuritaire, la France. Le nombre de policiers, de gendarmes, de militaires qui peuvent être mobilisés pour réprimer la population est absolument effarant. Donc il y a aussi un sens de civisme, un sens de patience de la part de tous les Algériens et les Algériennes qui, tout en étant convaincus de la justesse de leurs revendications, ont peut-être senti qu'il y avait un risque de dérapage qui malheureusement a eu lieu dans le passé. Hein. Donc il ne faut pas oublier notre passé récent. Et certains ont décrit ça comme étant de la peur, comme étant une peur qui peut être personnelle au niveau des militants, ou bien vraiment que le pays
ne sombre dans une autre vague de violence. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu des tentatives absolument inouïes. Et on se rappelle par exemple l'épisode de Jamal Besmaïl, ce qu'a fait ce pouvoir. C'était une tentative absolument, je dirais, maladive d'un régime de Mukhabarat pour essayer de créer le chaos dans le pays. Donc, et Dieu merci, les citoyens, donc tous de la région, d'autres, les parents de Ben Smaïl ont vraiment ont agi d'une manière absolument fantastique, formidable, qui a évité qu'on sombre dans l'irréparable. Donc, il y a aussi ce sens de la responsabilité, et puis aussi pour être réaliste, disons les choses comme elles sont. Le Chirac a exprimé des idées fortes, des idées novatrices sur le plan politique, qui ont fait absolument consensus. Jamal Din, s'il disait, avait des millions d'Algériens qui ont donc brandi ces slogans, et on a peut-être manqué d'ingénierie politique, et qui est tout à fait normal dans le contexte algérien. C'est-à-dire que nous n'avions pas des structures organisées dans le pays parce que l'action politique était criminalisée, ou bien c'était une action politique qui vivait de la rente, qui était du temps de Bouteflika. Donc nous manquions d'organisation de la société civile. Elles étaient marginalisées, elles n'avaient pas... Et nous allons en parler dans un prochain tour de micro, voilà. Mourad. Moussab, nous allons essayer de faire 2 tours de micro. Je vous le dis à l'avance pour que vous essayiez de calibrer un peu votre temps d'intervention. Il nous reste à peu près 19 minutes. 2 tours de micro. Alors, le premier tour, j'aimerais vous poser une question sur la récupération du Hirak par le régime. Ce régime, fidèle à ses méthodes depuis 1962, quand il a pris le pouvoir, et c'est tout de suite... Alors, c'était une armée des frontières composée de putschistes qui a pris le pouvoir au GPRA et à l'armée de libération nationale. Et tout de suite après avoir pris le pouvoir, ce régime s'est revendiqué digne héritier de l'ALN. Après, pendant toute la marche du peuple algérien vers son histoire, à chaque fois qu'il l'a fallu, ce régime a récupéré d'une façon grossière tout ce qui a jalonné le parcours historique du pays. Là, il vient de faire de même. Le Hirak qu'il a combattu, qu'il a qualifié de tous les noms d'oiseaux, qu'il a accusé d'être à la solde du Mossad, du Merzen, de l'OTAN, d'outils pour servir, pour permettre l'occupation de l'Algérie, sa destruction. Finalement, ce Hirak, il l'a fait sien. Il l'a constitutionnalisé, il l'a institutionnalisé, il en a fait une journée nationale et il lui a donné même un petit nom, Hirak el-Moubarak. Et puis jusqu'au jour où le même Tebboune a dit le Hirak, c'est moi. Donc sur cette récupération, Moussab, qui passait comme une lettre à la poste, presque personne ne trouve à redire. Ah non, absolument pas, parce que dans la politique, il y a toujours les faits. Et dans cette situation, en fait, la rue a désarmé l'armée, pour faire le jeu de mots. Donc, il ne peut pas aller comme les anciens et précédents putsch, d'aller directement manu militari. Donc, il fallait qu'il trouve une parade. Sauf qu'il ne suffit pas de dire un slogan et de l'adopter ou de le récupérer pour qu'il soit factuel. Factuellement, ça s'est retourné contre eux parce qu'ils ont fait le contraire de ce qu'ils disent et ils étaient obligés, et ils le sont encore, de supporter cette apparence saugrenue d'idiotie. Entre guillemets, je m'excuse, c'est le terme qui s'impose. Quand on voit Chengreha qui dit « c'est l'île Jaish Tahrir, descendant de l'armée de l'ALN », alors que c'est un putschiste, c'est un criminel. On a vu comment il était reçu par le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, natif de 1968, comme son petit-fils, et qui le reçoit comme cavalier. Harki, l'image finalement. Donc il lui donne le casque de la garde républicaine, il lui dit tu es un cavalier. Donc c'est qui? Il est descendant de quoi ce Chengreha? Donc à chaque fois, là, le Hirak les a obligés, il les a désarmés, donc il leur a demandé quelque part de rester sur le terrain politique qu'ils ne maîtrisent pas.
Et donc, il fallait qu'ils inventent un discours. Ils ont inventé les slogans du discours, sauf que les faits les ont contredits, et cela leur a donné encore moins de légitimité, encore plus de débilité, et finalement, pas de assise factuelle. Yes. Toujours dans la même. En fait, le Hirak, est-ce qu'il a désarmé ou n'a pas désarmé? Ça, c'est une grande question. Est-ce qu'on peut réussir une révolution ou un processus révolutionnaire? Non, mais pour le moment, on parle de la récupération. Comment ce régime a pu ainsi, de façon aussi grossière, récupérer un tel mouvement qu'il avait lui-même combattu, qu'il avait calomnié, dont il avait mis les activistes en prison. Rappelez-vous, Gaïd Salah qualifiait les Hirakistes de traîtres. De traître, absolument. Et son ministre de l'Intérieur les qualifiait de, j'allais dire un mot, d'homosexuel, hein, pour rester gentil. De pédéraste. De pédéraste, Oui, voilà. Alors, en fait, le régime a tenté de récupérer. Il a fait des tentatives de récupération du Hirak, c'est pour l'anéantir, pour mettre fin au Hirak. Parce que le but du régime, c'est de mettre fin à ce mouvement. Parce que la survie du Hirak génère, la survie du Hirak génère la mort et la fin du régime. Forcément, il doit les récupérer par tous les moyens. La question qui est posée, est-ce qu'il l'a récupéré ou pas? Oui, il a récupéré, mais la récupération, est-ce elle a été bien menée dans de bonnes conditions ou pas? Oui et non. Et dans le même temps, il continue à sévir contre les activistes. Contre les activistes. En politique, il y a pas oui et non. Oui, non, il y a oui ou non. C'est tiers exclu, c'est oui ou non. Non, il y a oui ou non, parce qu'on n'a pas une réponse claire. Est-ce que là, soit on récupère quelque chose dans de bonnes conditions, on le récupère pour mettre fin et on ne parle plus, soit on a du mal à récupérer, on le récupère et on a du mal à en faire un bon usage ou mauvais usage. C'est ça la question. Bon, il l'a récupéré en mettant la majorité, la majorité des activistes en prison, en créant des divisions, idéologiques, en créant des calomnies, en dressant les Algériens les uns contre les autres. Même, je dirais, les incendies de la Kabylie, oui, il faut le dire. Hein, donc on est libre. Je veux dire, même les incendies de la Kabylie, c'est un coup émanant des services secrets. Tout ça pour isoler une région et pour aussi. Comme l'a dit Mourad Ben Ismaïl, Jamal Ben Ismaïl. Mais malgré cela, l'unité du peuple, au fait, elle a pris. Elle est toujours là. Et pour moi, la vraie victoire du Hirak, c'est la non-violence. Parce que la non-violence, ce n'est pas un aveu de faiblesse, c'est une épreuve de force morale. Et malgré cela, le peuple algérien est resté pacifique. Et maintenant, le Hirak, qu'on dise qu'il est récupéré ou pas, le Hirak, il est là, il est toujours là, dans l'esprit des 45 millions d'Algériens. Maintenant, est-ce que vous n'exagérez pas un peu quand vous dites Pourquoi? ça? Le Hirak est là dans l'esprit des 45 millions d'Algériens. Oui. Tout le monde sait que tous les Algériens ne sont pas acquis au Hirak. Il y en a même certains qui expriment clairement leur hostilité, qui rejoignent le discours du régime. Et ils ne sont pas quelques-uns, ils sont relativement nombreux. Alors, est-ce que j'exagère quand je dis ça? Non, au fait, non, on n'exagère pas parce que, au fait, le régime il est en train d'utiliser sa puissance répressive pour mettre fin. Après, on aurait bien aimé avoir un institut de sondage libre qui puisse nous donner les chiffres. Oui, je reconnais. En tout cas, le Hirak, pour moi, il n'y a pas d'autre alternative. Si on veut vraiment changer le destin de ce pays, de notre Algérie, il y a le Hirak. Le Hirak, il peut revenir d'une autre manière. On va pas, je veux dire, est-ce que le retour de façon massive ça va être... voilà. Ouais. Donc, la question, je reste pour répondre à Moussaab, oui et non. La récupération, mais au forceps. La récupération, pour nous, c'est un point supplémentaire, c'est un acquis positif pour le peuple. Voilà. Alors moi, je ne parlerai pas de récupération. Moi, je pense que le mot qui est le plus approprié, c'est un détournement. Oui, vous avez raison. Pour la simple raison que quand on parle on récupère un mouvement, c'est-à-dire
on récupère en même temps, on a l'adhésion des masses qui vient avec. Là, il n'y a pas eu d'adhésion des masses. Ils ont détourné le Hirak, parce que le régime, il est toujours fragilisé, on ne va pas se mentir. Hein. Bien sûr, il n'y a pas de quoi créer victoire, mais on sait qu'il n'est pas assis sur des sièges stables. Donc ça, c'est clair. Alors, il n'y a pas eu d'adhésion par rapport à ce détournement. Donc on ne peut pas dire qu'il a récupéré. Il l'a détourné. Là, on en a la preuve. Les élections présidentielles avec officiellement 13%, enfin, officiellement déclaré 23, je ne me rappelle plus, parce que ça se mélange. Le plus grand boycott jamais observé depuis l'indépendance. Et lui, il dit le contraire. Et lui, il dit le contraire. Je suis le président le mieux élu depuis l'indépendance. Voilà, et aussi les législatives du 12 juin 2000. Le référendum sur la Constitution. Le référendum, pardon. Donc, il n'y a pas eu une adhésion. Donc, il n'y a pas eu de récupération. Parce que quand on récupère quelque chose, et si on récupère l'opinion avec, la foule avec, oui, là, on dit on a récupéré. Mais là, il a détourné à son avantage. Il a profité. Il ne faut pas oublier que la conjoncture a offert une opportunité incroyable à ce régime pour se repositionner. C'était la pandémie. Moi, je me pose toujours des questions, parfois tout seul. Qu'est-ce qu'on serait devenu s'il n'y avait pas la pandémie? Est-ce que les choses auraient évolué de la même façon? On ne sait pas. On ne pourra pas le savoir, on ne pourra pas refaire l'histoire. Donc, le Hirak a été, le pouvoir, il a usé de ce dont il dispose comme moyen, pour pouvoir faire croire qu'il a la main mise sur ce Hirak, mais non, il n'a pas eu l'aval des populations. Mouraddine a alors récupéré, détourné. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il n'y a pas réussi? En tout cas, du moins, il aura essayé, puisqu'il reste fidèle à ses méthodes, comme il l'a fait pour 62, pour 54, pour 88, où il a récupéré aussi. Il avait détourné le mouvement populaire pour se permettre de créer une fausse presse, de faux partis et tout le reste. Qu'est-ce que vous en pensez, Mourad? C'est clair que ce pouvoir tente toujours de détourner des choses importantes pour les Algériens. Vous avez cité 54, vous pouvez citer le Hirak, vous pouvez aussi citer la monopolisation de la religion, donc de l'esprit national, de November, de tout. Mais tout ceci, moi, je reflète de toute façon une constante dans ce pouvoir. C'est la peur et la panique personnelle, je dis bien personnelle, des gens qui sont dans ce pouvoir. Et c'est pour ça que ces gens-là qui vivent dans cette peur continue, y compris Tebboune, hein, parce qu'ils savent très bien, Tebboune sait pertinemment que ce qui est arrivé à Ouyahia peut lui arriver d'un moment à l'autre. Ils vivent dans la peur permanente, dans l'angoisse, donc de la surenchère, de se montrer les plus fidèles serviteurs à la boîte noire qui les a donc mis au pouvoir, etc. Mais je pense que, si vous permettez, moi je voudrais vraiment parler de ce que les gens qui se réclament de Hirak, et le point important que tu as cité, Jamal Din, c'est qu'est-ce qu'ils représentent. Il y a effectivement des Algériens maintenant qui doutent non pas des principes ou des grandes orientations de Hirak, mais qui doutent des activistes, certains activistes du Hirak. Est-ce qu'ils sont à la hauteur? On entend parfois des critiques qui peuvent être objectives. Hein. Est-ce que l'élite politique que nous avons est à la hauteur de la tâche? Quelles sont les prochaines étapes? Et ceci est alimenté, bien sûr parfois provoqué, par le pouvoir qui n'a d'autres méthodes de fonctionnement que semer la peur chez la population. C'est ça ce qu'il fait. Son langage, c'est que le Jazair Mouhaddada, le Tabor Khamis, on va nous attaquer. Et bien sûr, la seule structure salvatrice pour les Algériens, c'est ce que décidera Chengriha, l'état-major et les services. C'est en sorte ça. Alors, vis-à-vis de cette situation, moi je pense que le problème aujourd'hui n'est pas de savoir s'il y a une majorité d'Algériens soutiennent le Hirak ou pas, sous quelle forme, quelle personne, quelle structure. Là, moi, je pense que les Algériens, ce qu'a exprimé le Hirak pour eux, c'est des principes immuables.
hein, le fait qu'ils veulent être libres, qu'ils veulent avoir un État souverain, un État civil non militaire, un État où il y ait une justice sociale, c'est ça ce que veulent les Algériens. Et ça ne peut pas s'éteindre. Parce que nous savons d'avance que cette Issaba va droit vers le mur. Bien sûr, il y a une petite embellie financière qui permet de jouer un petit peu sur quelques mois ou une année ou deux, mais si vous voulez, la destination, on la connaît. Tout va reprendre à zéro et le peuple devra encore assumer son rôle politique. Et je reviens que le défi que nous avons aujourd'hui, c'est effectivement un défi d'ingénierie politique. Et ce sera... Ce sera l'objet du dernier tour de micro, mais vous allez avoir très peu de temps, 1 minute chacun. Je rappelle seulement qu'en termes de récupération, ce régime a poussé le bouchon jusqu'à, par exemple, récupérer un slogan central du Hirak qui était Madaniya Machi Askaria. Shengriha et Tebboune, tous les deux, ont publiquement déclaré que le slogan du Hirak était Ji Shab Khawa Khawa. Pour vous dire à quel point de... Alors, dernier tour de micro, mais 1 minute chacun, malheureusement. Je suis tenté de vous demander, et maintenant? Ah, ça s'impose, cette question. Oui. En tout cas, on a un régime qui est menaçant pour la nation, pour l'Algérie. Ce régime menace l'Algérie, avec ses agissements, avec ses schizophrénies, avec sa folie sécuritaire. Et tout ce qu'il fait, puisqu'il ne peut pas utiliser les armes, ça diversifie son illégitimité. Il est de plus en plus illégitime par ses propres agissements. Donc, maintenant, la suite, c'est qu'on sait aussi qu'il y a du chemin à faire. Les rails sont tracés indéniablement. Tout n'est pas parfait puisque la classe politique est telle. On sait ce qu'il ne faut pas faire, mais ce qui est fait avance à tâtons. On sait que, par exemple, toute initiative qui est unilatérale, qui est sectaire, qui est régionaliste, qui est tout ça, n'aboutira pas. Maintenant, les bonnes volontés doivent aller dans un sens de travail plus consensuel, de contre-pouvoir, mais ceci implique non pas des ruses paysannes, et tout mon respect aux paysans, non pas des manœuvres basses et des messes cachées, mais d'avancer avec des principes larges connus tels qu'elles étaient formulés par le Hirak, de savoir ce qu'on veut, et l'objectif, ça reste le régime de type militaire, sécuritaire, parce qu'un Jabbar Mhenna qui a brûlé sa région, un Shengreha qui nous ridiculise, j'en parle même pas de Tebboune, c'est une menace pour l'Algérie. En 1 minute, s'il vous plaît, chacun. Non, oui. donc, oui, absolument, que le régime il est en train d'isoler l'Algérie sur le plan international. Hein. Oui, il a isolé, qu'on le veuille ou pas. On dit peut-être elle reprend de plus belle suite à la guerre russo-ukrainienne. Mais il faut dire que le régime, sur le long terme, sur le moyen et le long terme, c'est un régime menaçant pour la nation. 1. 2. Comme dit la chercheuse Laurence Thieux, au fait, qui est professeure en relations internationales, qui dit que la répression en Algérie, elle était sélective. Elle n'est plus maintenant. Elle s'est généralisée. Maintenant, le régime, il met en prison tout ce qui bouge. Tout ce qui bouge. Journalistes, militants, activistes, quiconque qui s'oppose. Parti politique, organisation, donc, voilà. Ligue des droits de l'homme. Voilà, il vient de dissoudre la Ligue des droits de l'homme, donc pour lui, il n'y a pas de distinction. Tout ce qui bouge, voilà, on le met en prison. Alors, c'est quoi maintenant, le défi, c'est quoi? Maintenant, il faut se projeter vers l'avenir. Eh bien, il faut trouver une autre forme d'organisation. Il faut s'organiser. Hein. Il faut trouver une forme d'organisation. Il faut que nos compatriotes comprennent la seule issue, c'est l'organisation, de nous organiser à caractère politique ou à caractère ceci, mais il faut s'organiser pour qu'on puisse un petit peu avancer et mettre en place ce régime. Alors, Hakim Taïb. oui, moi je pense que la réponse elle est évidente. On a une situation, il faut faire une lecture objective de cette situation, ça c'est la première. Il faut faire abstraction du régime. Il faut qu'on arrête de parler du régime, parlons du contre-régime. Où est-ce qu'on est? Qu'est-ce que nous avons proposé? Qu'est-ce que nous sommes capables de proposer? C'est à ce moment-là qu'on va pouvoir déterminer les axes sur lesquels on pourra avancer. Si on reste comme ça, on regarde le régime, comment il évolue, on ne va pas en finir, on va continuer à spéculer sur sa nature, sur ses intentions, et on va entretenir de fait un statu quo. Donc moi, je pense qu'on n'a pas essayé l'organisation. Je crois qu'il est plus que jamais nécessaire
de tenter cette initiative-là, cette action-là. Il faut aller vers l'organisation. Mourad Dena, en moins d'une minute, cette ingénierie politique ou révolutionnaire dont vous parlez. Oui, bon, j'utilise ce terme un petit peu pour que je parle à tous mes camarades, tous mes frères, tous, parce que je pense que dans un contexte tel que celui de l'Algérie, la seule force organisée qui existe, c'est la police politique. Voilà, c'est la seule. Qui décide, qui fait, qui utilise les moyens coercitifs de l'État, l'armée, la police, pour imposer ses buts. Le Hirak a parlé, donc le peuple, comme on dit les frères avant, il a exprimé les grandes idées. Maintenant, il appartient aux Algériens de s'organiser, non pas d'essayer de dire on organise le Hirak, parce que ça ne sera pas facile. Il y aura des variations, il y aura des tendances, des façons d'exprimer les choses qui peuvent différer, dans une différence tout à fait acceptable et louable, hein, c'est pas conflictuel. Il y a plusieurs façons d'exprimer les choses. Comment est-ce qu'on compte arriver à l'état civil? Quels sont les grands contours de cet état civil non militaire que nous voulons? Et que les Algériens s'organisent, bien entendu, en gardant entre toutes ces organisations les liens nécessaires pour approfondir le débat, pour arriver à travailler ensemble, et le moment opportun de se mettre sous un éventail commun qui va non pas faire dissoudre les divers participants, mais les faire coordonner leurs actions sur les grandes lignes sur lesquelles ils se sont mis d'accord. Merci. C'est ceci qui devra se faire, parce que sinon les révolutions, bon, le Hirak n'a pas été une révolution, parce qu'on parle de révolution a posteriori, selon le fait qu'elle est réussie ou pas, à changer radicalement une situation. Le Hirak n'a pas changé radicalement la situation, il n'est pas une révolution, pas encore, tout au moins. Merci. Donc, c'est ce à quoi nous sommes tous appelés, de nous organiser auprès des gens avec lesquels nous partageons des affinités, et aussi s'ouvrir à tous les autres pour travailler ensemble dans une étape qui suivra nécessairement. Mourad Dena, merci beaucoup. Hakim Taibi, merci beaucoup. Moussad Hamoudi, merci beaucoup. Liaz Jubaili, merci beaucoup. Merci, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Deuxième partie de ce plateau dans un petit moment. À tout de suite.